suis ravi de pouvoir introduire aujourd'hui ce premier Tech Up. Ce premier Tech Up, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de partager le savoir sur des sujets qui peuvent être parfois un peu techniques, un peu abrupts. Ce soir, on a choisi le Web 3.0. Le deuxième objectif, c'est que nos startups puissent être mises en valeur, et on le verra ce soir avec Ariani. Et le troisième objectif, c'est de favoriser les relations entre les grands groupes et nos startups. Alors les gens ne le savent pas forcément, mais la BPI a un service dédié à l'accompagnement des startups du portefeuille. On a à peu près 330 startups dans le portefeuille. Ça passe de la fintech à la agritech. Bref, vous mettez tous les mots de l'industrie et vous le finissez par tech et vous y verrez probablement un investissement BPI. Ces 330 startups, on les accompagne quotidiennement avec une équipe de chasseurs de tête pour recruter les meilleurs talents, avec une équipe de relations corpo qui va faire des mises en relation entre nos startups et les grands groupes, avec des équipes communautées qui partagent le savoir entre startups sur des verticales métiers. Et puis, on a une équipe d'operating partners qui va apporter de l'expertise fonctionnelle sur les enjeux de nos startups. Donc voilà en quelques mots sur le Hub. Ce soir, c'est notre premier événement sous ce format-là. On aura un deuxième événement au mois de septembre sur l'industrie 4.0. Et puis ensuite, on aura un événement sur l'intelligence artificielle. Donc je tenais à remercier Mathilde Lérec qui est quelque part, qui a organisé cet événement. Et je vais introduire donc pour la keynote Stéphanie Zolesio, présidente de Casino Groupe Immobilier, Innovation et FinTech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous et je suis ravie de pouvoir témoigner de ce que des gros groupes peuvent encore faire, innover et un peu disrupter et changer les règles du jeu. Alors avant tout, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, comme ça au moins les choses sont faites, c'est pourquoi Casino nous parle de Web3, ce qui n'est pas la première connexion qu'on fait en général. Et pourquoi la fille qui vient nous parler de ça chez Casino s'occupe de l'immobilier? Voilà, c'est les 2 grandes interrogations par lesquelles on va démarrer. Et donc, je vais vous raconter une histoire. Je vais raconter l'histoire de comment tout ça est né. Je vais vous la faire plus courte, parce qu'elle a déjà 2 ans et demi, cette histoire. Et la réalité, c'est que le groupe Casino, donc je rappelle que le groupe Casino, c'est les enseignes, évidemment, Casino, mais aussi Franprix, Monoprix, Leader Price, Cdiscount, tout un tas d'activités qui sont moins connues du grand public, mais des panneaux photovoltaïques avec une société qui s'appelait Green Yellow, dans laquelle nous sommes toujours actionnaires, qui a été créée chez nous, valorisée 1,6 milliard l'année dernière, donc une licorne. Et donc, en vous disant ça, je fais exprès de vous dire ça pour vous montrer qu'il y a une diversité d'activités dans le groupe Casino qui sont toutes liées à un ADN d'innovation. C'est un groupe qui a 125 ans d'histoire. Et je sais que d'autres ici présents qui interviendront tout à l'heure pourront vous parler des groupes qui ont une histoire bien ancrée. Et en général, ça passe de toute façon par un moment de révolution technologique, stratégique, marketing parfois. Et en tout cas, chez Casino, c'est vraiment ce qui a beaucoup drivé les équipes à chaque fois, de se dire comment on va un cran plus loin, comment on anticipe les tendances de demain, où sont nos clients aujourd'hui et où ils seront demain. Et la filiale immobilière que je dirige, elle répond exactement à toutes ces questions-là, parce que l'immobilier, c'est quoi? C'est tout simplement des villes qui s'organisent autour de la vie des gens. Il y a eu un moment où je me suis dit, nous, on a besoin de comprendre ce que sont les tendances sociétales, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai demandé à mes équipes de monter un comité d'innovation en leur disant, je ne veux absolument pas que vous me parliez d'immobilier, je veux que vous me parliez d'un truc que vous avez lu dans un journal cette semaine et qui vous a marqué, où vous vous êtes dit, j'ai rien compris, on va creuser. Et de là naîtra l'innovation. Et je ne sais pas vous dire si c'est la première semaine ou dans 2 ans, mais on aura un jour une idée, un truc qui va venir nous titiller, nous dire là, il y a un truc qu'il faut creuser. Et le premier comité innovation qui s'appelait New Business, qu'on a voulu créer sur ce modèle-là, j'ai quelqu'un dans les équipes qui m'a dit, tu sais, j'ai entendu parler d'un truc où je ne comprends rien, ça s'appelle la blockchain, la tokenisation immobilière. On fait quand même de l'immobilier. Et comme j'y comprends rien, je me dis que ça peut être un sujet qu'on creuse. Je dis, banco, qui peut venir nous en parler? On a trouvé quelqu'un très très bien, qui continue, je le dis, à être très très bien. Je vous donnerai ses coordonnées après.
qui est venu nous parler pendant une demi-heure de la tokenisation immobilière. Sauf que quand on parle de tokenisation immobilière, forcément, il faut expliquer le mot tokenisation, le mot blockchain. Et donc, en l'espace de 5 minutes, je n'ai pas tout compris ce jour-là, mais je me suis dit, non mais là, c'est génial. En fait, on a une technologie qui nous permet de décentraliser des choses qui sont forcément très centralisées par des États, par des banques, etc. Non pas qu'on veuille les contourner, mais en tout cas, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un truc qui peut venir disrupter pas juste mon métier immobilier, mais au sein d'un groupe tourné vers l'innovation, le marketing et les clients. Ça veut donc dire qu'on a des activités financières et bancaires qui vont forcément à un moment ou à un autre être peut-être disruptées par ça, ou en tout cas, il faut se poser cette question. Les activités immobilières que je dirige, mais aussi dans les magasins. Les NFT, en fait, ce n'est pas des images, contrairement à ce qu'on nous a toujours raconté. Les NFT, c'est un code qui nous permet derrière d'y mettre ce qu'on veut. Et puis, moi, j'aime bien le droit. Et donc, en France, ce qu'on appelle la fiducie judiciaire, donc les trusts ou les trustees américains, donc des contrats où tout est un peu rédigé à l'avance et il n'y a pas de mauvaise surprise ou d'interprétation. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle en blockchain un smart contract. C'est quand même des choses qui, là aussi, viennent même disrupter la façon de faire le droit. Et en fait, une technologie qui vous permet de parler de tout ce qu'une entreprise peut faire, la finance, le droit, le marketing, le produit sous-jacent, la ville, c'est quand même une technologie à laquelle il faut qu'on s'intéresse. Et ça a été notre premier comité. On est sorti de là avec la conviction qu'il fallait de toute façon creuser, expérimenter, tester, mais que pour ça, on ne savait pas trop par où démarrer. Et là, je vais vous raconter une deuxième histoire, c'est la méthode. Par où on a démarré? Alors, premier truc, je ne vais pas tout de suite aller voir la direction en leur disant « Coucou, j'ai une super idée, mais je n'ai pas tout compris, j'en ai parlé une demi-heure. » Non. Déjà, premier truc, la patience et le travail. Et là-dessus, on s'est dit, en fait, moi je me suis dit, il faut qu'on aille à la rencontre de cet écosystème, parce que j'ai compris qu'il y avait un écosystème, que quand on parle crypto-monnaie, quand on parle NFT ou quand on parle blockchain tout court, c'est pas toujours les mêmes interlocuteurs, il y a plein d'avis différents, et que c'était intéressant de se faire d'abord une vraie conviction, et pas juste une intuition, et de développer une vision. Donc, méthode très simple, on commence à se renseigner sur qui sont les startups, mais aussi les gros groupes, qui sont les prestataires, qui sont les conseils juridiques, etc. Et j'ai dégagé beaucoup de temps dans mon agenda, alors souvent sur mon temps personnel, je ne vous le cache pas, mais pour aller à la rencontre de tout cet écosystème qui existait déjà. Et je ne quittais jamais un rendez-vous sans demander 3 noms de projets ou de personnes que je pouvais rencontrer ou suivre sur ce thème-là. Très très vite, en fait, vous avez un univers qui se met en place de réseau qui s'est constitué, de rendez-vous en rendez-vous, j'ai appris comme ça. Et puis, très très vite, on s'est dit, on pense qu'il y a un truc à faire, que par ailleurs, sur l'immobilier, qui est mon métier de départ, nous, on fabrique des espaces pour que les enseignes s'expriment. Moi, je fais des centres commerciaux, même dans d'autres entreprises avant, depuis 15 ans. Mon métier, c'est fabriquer des espaces pour qu'on ait... soit Casino, soit Zara, soit un petit commerçant qui puisse s'exprimer. Donc on a des espaces différents, sur des rues différentes, dans des territoires différents. Les metaverses, on va y venir, c'est évidemment les mêmes problématiques en réalité. Et vous avez des clients très différents qui peuvent avoir envie de choses très différentes. Donc une foncière digitale, c'est pas idiot d'aller regarder, est-ce que c'est pas quelque chose qui vient disrupter demain notre métier? Les sous-jacents et les méthodes sont les mêmes, donc c'est pas si différent. Et puis derrière, mes cousins des enseignes que j'ai citées tout à l'heure, venir disrupter leur modèle de fidélité avec leurs clients via des NFT, via un programme de gamification, via du cashback qui peut être aussi en crypto-monnaie parce que c'est des usages qu'on voit poindre. À l'époque, Gartner nous disait qu'il y avait 25% des jeunes entre 15 et 25 ans qui passeraient d'ici 2025, c'était 1 heure par jour dans les métaverses. Ça, c'est nos clients, Et ce n'est pas nos clients dans 10 ans, c'est nos clients aujourd'hui, nos clients demain. Donc si on n'est pas là où nos clients sont, on a raté quelque chose. Et fort de cette conviction, on a pendant quelques mois, pas beaucoup, rencontré beaucoup de monde. Et on est sorti de là au mois d'août 2021, je vais y arriver, en se disant, c'est sûr, on va creuser. Et donc on va creuser, on va commencer à faire des premiers investissements, parce que moi je crois beaucoup que le test and learn, qui est la méthode que j'ai adoptée, passe par le fait que tester, c'est pas faire des slides et raconter des grandes théories. Tester, c'est on prend un risque, mesuré, calculé, limité, mais on le prend, on met les mains dans le cambouis et puis on y va. Et donc on a fait des premiers investissements
Alors, on n'a non pas acheté des parcelles Metaverse sur le marché secondaire très très cher. On a plutôt été construire un partenariat à la source, pas trop cher, pour essayer de construire quelque chose sur le long terme avec une vision, de façon très simple, sans crypto-monnaie, avec une application développée par Ariani, avec qui on s'est associé là-dessus, pour pouvoir tout simplement récupérer un NFT lié au métier de la grande distribution. Donc c'était un petit avatar qu'on avait créé. Il y en avait 10, une famille de 10 NFT avec le livreur, le vigneron, des choses comme ça. Si vous tombez sur le livreur, vous avez les frais de livraison gratuits sur toutes vos courses pendant 2 mois. Mais si vous avez le vigneron, vous avez moins 10% sur la cave. Puis très vite, on a rajouté une fonctionnalité à notre application en disant les gens doivent pouvoir se les échanger sans que ce soit centralisé de notre côté. On va tester le fait de, nous aussi, se retirer un peu du jeu pour laisser nos clients se parler entre eux directement. Ça a super bien marché. Ça a super bien marché parce que, évidemment, le but, c'était derrière de tester avec un peu de KPIs. Pas juste de se dire on s'amuse, c'est pas du tout l'amusement qu'on est en train de faire. Et donc là-dessus, ça a été regarder les taux d'engagement, les taux de clics sur la campagne email qu'on avait faite pour demander aux gens s'ils voulaient recevoir un NFT. On a eu des taux de clics délirants. Plus de 50% des gens ont cliqué pour vraiment recevoir ce NFT. Une fois qu'on leur a envoyé, tous l'ont téléchargé. Ils les ont utilisés. Derrière, je ne peux pas tout vous raconter parce que sinon je passe 2 jours, mais on a aussi fait des expériences sur les Metaverse. On a fait plusieurs jeux, donc on a été sélectionné par The Sandbox pour les French Weeks, qui étaient 2 semaines dans lesquelles 10 marques françaises étaient sélectionnées pour pouvoir montrer ce que la France est capable de faire au reste du monde. Donc 2 de ces marques faisaient partie du groupe Casino, donc les enseignes Casino, supermarchés, et puis le Club Leader Prize. On a eu des scores dingues, mais vraiment. On a eu des taux d'engagement de gens qui, à la fin de l'expérience, cliquent pour effectivement aller sur le site de l'enseigne, qui est un site marchand, qui était 10 fois supérieur à des outils classiques de réseaux sociaux. On vient de lancer la semaine dernière le Discord du Club Leader Prize. On a eu, en l'espace de quelques heures, sans beaucoup de publicité, un nombre incroyable et des centaines d'utilisateurs actifs, donc pas des faux comptes qui se connectent, mais vraiment des gens qui le font comme ça. Et en fait, comment on y est arrivé ? Pas juste avec de la méthode, même si on est très heureux de l'avoir utilisée. On s'est dit, en fait, il ne faut pas faire du Web3 quelque chose qui est à part. Vouloir dire qu'on fait de la tech pour de la tech, ça ne fonctionnera pas. Et le but, d'ailleurs, n'est pas de faire fonctionner une nouvelle activité dans le groupe Casino. Le but, c'est de pouvoir intégrer une technologie de la même façon qu'Internet, aujourd'hui, est intégré dans tous les services de l'entreprise. Internet, ce n'est pas l'affaire de la DSI ou l'affaire de l'innovation. Internet, c'est l'affaire de tous les salariés et tous les citoyens. On est libre de l'utiliser ou pas. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on développe dans une entreprise quelque chose qui sont pour 20 personnes qui, eux seuls, ont compris la technologie. Moi, je suis incapable de vous expliquer exactement comment Internet fonctionne, mais je l'utilise tous les jours. Ne demandons pas à nos salariés et à nos clients de faire autre chose. Ce qu'il faut, c'est pouvoir intégrer des technologies dans notre quotidien, le quotidien du client, le quotidien de notre salarié. Et pour ça, il faut aller au cœur des besoins. On a absolument refusé tous les gens qui venaient nous voir pour nous expliquer qu'on allait être très connus dans les médias si on faisait ça. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose qui nous anime. On a plutôt été voir des startups, j'en ai cité une tout à l'heure, il y en a eu d'autres. On a été voir des gens qui nous aidaient à réfléchir et à construire un écosystème. Et vraiment, le mot est cher à mon cœur, parce que je crois que toute affaire de technologie révolutionnaire, et je crois que le Web3 l'est, est une affaire d'écosystème. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas dire « je fais que de la crypto-monnaie, je fais que des NFT ». Ça, ce sera juste sympa, ce sera un coup de com', et parfois, ça peut être bien, si c'est ce que vous cherchez. Mais si vous voulez révolutionner, il faut être capable de dire que c'est une vision avec un écosystème, et dans un écosystème, il faut avoir des partenaires. On ne révolutionnera pas des usages seul dans son coin en disant qu'on est seul à avoir raison en ayant construit un bastion autour de soi. Donc, on s'est associé avec des startups. On a été client de startups. On a été en proposition de développer des produits, de tester certains produits avec certains. On a aussi fait notre tri. On a été voir des gros groupes, des gros corporates avec lesquels on discute au quotidien en disant ça ne sert à rien qu'on construise tous une technologie un peu différente ou un univers un peu différent parce qu'à la fin, je crois beaucoup à l'interopérabilité et au fait qu'on va s'envoyer les uns les autres. De la même façon que vous n'avez pas un téléphone par marque avec laquelle vous interagissez en tant que client, c'est un peu idiot si demain on a tous un wallet ou une application différente. Voilà. Alors,
le jeu de la concurrence, heureusement, doit exister et c'est super, mais c'est bien aussi si on arrive ensemble, entre Français, je crois beaucoup à la France là-dessus, à être le centre de cette révolution des usages, au moins en Europe. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait, qui est souterrain. Ça veut dire aussi rester actif dans l'écosystème, ce qu'on a mis en place. On a recruté des gens, au départ, juste curieux, comme moi, qui sont montés en compétence sur ces sujets. Ensuite, on s'est spécialisé. Aujourd'hui, on a des spécialistes dans les équipes. Pas beaucoup, mais ça suffit pour vraiment faire beaucoup de choses. On a créé des bornes NFT pour tester si on pouvait physiquement, dans les magasins, sans crypto-monnaie, en 30 secondes, sans avoir préalablement créé un wallet, vendre des NFT, et pas uniquement aux crypto-addicts, mais à la ménagère. Voilà, je me suis dit, notre métier, c'est pas de fabriquer des NFT pour dire aux gens qui connaissent déjà cet écosystème, venez voir. Mon métier, c'est de faire en sorte que la technologie intègre l'entreprise, intègre les usages, et donc il faut la démocratiser et l'expliquer. Alors pour ça, 2 axes. Le premier, c'est on va l'expliquer aux clients. Il n'y a pas une opération qu'on a menée où vous n'avez pas un tutoriel pour expliquer comment créer son wallet, un lexique pour expliquer ce vocabulaire très anglophone, et je le regrette, du monde du Web3. Nos NFT en magasin, on les a accompagnés d'ateliers gratuits où nos clients pouvaient venir découvrir, non pas auprès des équipes Casino, mais auprès d'entreprises spécialisées dans chacun de ces domaines qui nous avaient fait l'amitié de bien vouloir participer à nos ateliers. Qu'est-ce qu'était un NFT ? NFT Factory, avant l'ouverture de leur centre à Beaubourg, est venu pouvoir parler des NFT avec tous les clients qu'ils souhaitaient pendant les 2 jours de cette opération. On avait Lug, je vous en parle un petit peu après, qui est le premier stablecoin euro qu'on a créé au sein du groupe Casino il y a 2 ans, qui est venu expliquer ce qu'était une crypto-monnaie, des crypto-monnaies qui peuvent être volatiles, mais qui peuvent aussi être stables, assises sur des actifs réels et sans risque. Ça, on est aussi venu l'expliquer aux gens pour aussi démentir toutes ces peurs et ces angoisses souvent inexpliquées. On a eu une entreprise qui est venue nous aider à faire tester aux gens qu'est-ce qui était réellement le metaverse immersif avec des casques de réalité virtuelle. On avait créé un musée pour montrer tout ce qu'on avait fait chez Casino là-dessus. Et évidemment, on avait cette borne. L'autre point, c'est de dire que quand on teste, il ne faut pas avoir peur de descendre sur le terrain. Moi, j'ai passé 2 jours, et je vous assure, j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées. Mais j'ai dégagé 2 jours pour être présente sur le terrain et vérifier qui étaient nos clients, pouvoir leur parler au quotidien. J'ai été frappée d'un truc. Tous les clichés que je m'étais moi-même fait sur qui allaient être les gens qui allaient acheter notre NFT, en fait, c'était faux. C'était pas des hommes, pas forcément. Il y en a eu, mais pas forcément. C'était pas des gens entre 15 et 40 ans. J'ai eu de tout. J'ai eu un couple qui est venu et qui voulait avoir chacun leur NFT parce qu'il y avait aussi un abonnement du coup à moins 10% sur toutes ces courses chez Monoprix. Il y avait des produits physiques qui venaient l'accompagner. En fait, on avait fait un pack qui permettait à chacun d'y trouver son compte. Donc, madame était très intéressée par le fait qu'il y avait quand même des réductions sur toutes ces courses au moins 10% chez Monoprix pendant 1 an. Ça valait le coup. Monsieur était très intéressé par le fait qu'il avait appris qu'on faisait une soirée de clôture à la fin de l'opération. Il y avait des trucs à gagner. Et puis, le voisin qu'ils avaient ramené était intéressé encore par d'autres choses. Et donc, ça nous a permis aussi de comprendre par quelle passerelle entre le monde physique, le Web 2, et puis l'esprit des gens, on peut passer pour les amener à adopter ces nouveaux usages. Quand on a fait ça, je me suis aussi rendu compte que j'avais tout simplement j'ai eu une mamie qui voulait se réconcilier avec son fils, qui m'a dit « mais il me parle tout le temps d'NFT, je ne comprends rien, là au moins je vais lui en offrir un, et il servira ». Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas de la tech par laquelle on peut parler aux gens, et ce n'est pas comme ça qu'il faut rentrer là-dedans. Comprendre ce qu'on fait, c'est hyper important, mais le vulgariser l'est encore plus. Et donc le chemin par lequel nous on passe n'est pas forcément le chemin par lequel le client, le grand public doit passer. Il ne faut pas perdre de vue ça. La deuxième chose qu'on a faite sur la démocratisation et le fait de pouvoir partager, ça a été de créer au sein du groupe Casino la Web3 Academy. Alors c'était un peu osé peut-être. Il y a quelques mois, j'ai été voir notre filiale, parce qu'on a une filiale qui fait des formations pour tout le reste du groupe, diplômantes, certifiantes, etc. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis frappée d'un truc, depuis que je suis un peu dans ce milieu-là, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Nicolas, on voit un nombre de gens dans les salons, sur LinkedIn, etc., qui se disent tous spécialistes du Web3. Tout le monde en ce moment est spécialiste du Web3, des NFT, etc. Vous avez de tout, il faut faire le tri. Et je trouve que ça va être un problème dans les entreprises, entre les gens qui vous font croire qu'ils savent
Et ceux qui ont vraiment compris, savent et ont des bons conseils, il va falloir qu'on apprenne à faire le tri. Pourquoi ne pas prendre les devants, les former, pas uniquement sur de la théorie, ça, il y a plein de gens qui savent très bien le faire, il y a des écoles de blockchain en ce moment, etc. Elles sont super et j'encourage ce genre d'initiative. Mais nous, on a un petit peu un temps d'avance quand même. Quand on vend des NFT en magasin et qu'on se pose la question, est-ce qu'on applique de la TVA là-dessus ? Quand au 31 décembre, vous devez déclarer vos actifs auprès des commissaires aux comptes et la valeur de vos actifs, un terrain dans les métaverses dont le prix bouge tous les jours, ça vaut combien ? Sur combien d'années vous l'immobilisez d'ailleurs dans les comptes ? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas du ressort du marketing, de l'innovation ou de la DSI. C'est mon comptable, c'est mon DAF, c'est ma juriste, c'est les gens de l'entreprise qu'il faut former. Si on décide d'aller faire ça, il faut être formé, il faut comprendre ce qu'on fait. Et on n'a pas besoin de comprendre la technologie, on a besoin de comprendre ses enjeux. Et donc, nous, la formation de la Web3 Academy qu'on a montée, on a fait plusieurs modules selon les populations, et on certifie à la fin que la personne a vraiment parcouru le programme. Alors évidemment, c'est ludique. On a fait ce matin la remise de diplôme dans un métaverse, du coup, pour évidemment pouvoir leur montrer aussi que ça a un intérêt dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on diffuse très largement dans toutes les filiales du groupe et tous les nouveaux arrivants, désormais, seront formés. Ça ne veut pas dire que tout le monde en fera au quotidien, mais ça veut dire qu'on doit se préparer à cet avenir. Et là-dessus, le but, c'est de partager. Partager avec l'écosystème, continuer à être en lien pour aussi s'informer des nouveautés, de ce qui se passe. Ça va très très vite. Je suis persuadée que la vague, quand elle prendra de façon beaucoup plus exponentielle, parce que ça va arriver, c'est ceux qui auront préparé cette vague et qui se seront formés à faire du surf, qui arriveront à surfer dessus. Et les autres, c'est pas grave, il y aura une deuxième vague. Internet s'est fait en plusieurs fois. Mais le but, c'est de pouvoir anticiper. Et l'innovation, ce n'est pas l'affaire d'une technologie sur laquelle on vient découvrir quelque chose. C'est une affaire de méthode, de sponsorship qu'on peut donner à d'autres, on peut recevoir des autres. Et moi, je crois beaucoup à cet écosystème. Donc, je remercie vraiment, d'ailleurs, la BPI qui est très active sur tout cet écosystème et d'être en soutien. C'est très important, je pense, d'avoir des acteurs qui sont capables d'avoir une vision aussi sur comment on peut aider start-up, grands groupes. Et nous, on est très friands de ce genre d'initiative. Et le dernier point, et après je vais être plus courte, ne vous inquiétez pas, je m'arrête. Mais le dernier point que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est le stablecoin, j'en ai parlé tout à l'heure, LUG, qu'on a créé. La vision de départ, qui a été enrichie depuis, c'était de se dire qu'on peut aussi utiliser des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles. Nous, c'est très simple, hein. On n'a rien inventé. Hein. C'est les accords de Bretton Woods, hein, pour ceux qui connaissent un peu le système monétaire européen, international, pardon. C'est de se dire que, globalement, à l'époque, vous aviez des monnaies assises sur une réserve d'or fédérale, hein, globalement, et puis vous aviez une équivalence, parce qu'on ne pouvait pas transporter l'or. On a fait la même chose. On a aujourd'hui l'équivalent, ce qu'on appelle l'EURL, donc l'euro LUG. Pour un EURL, vous aurez toujours un euro en face. Ça ne variera jamais. On le garantit, on le certifie, il y a tout un tas de mécanismes certains. Et pour ça, dès qu'on mint, donc on fabrique un EURL, l'euro équivalent est mis sur un compte en banque sur la Société Générale, certifié avec des commissaires aux comptes tous les mois, etc. Donc vous avez une réserve d'euros qui est toujours égale à la quantité de URL qui sont en circulation. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'il y a tout un tas d'opportunités pour nos clients, pour nos partenaires, pour parfois même nos prestataires, qui se passent et qui vont se passer demain en crypto-monnaie. Ne pas être capable aujourd'hui de proposer quelque chose qui ramène cet univers à quelque chose de stable, de sécurisé, de transfrontalier, d'immédiat, de transparent, c'est un problème. Si demain, on n'est pas capable, en Europe, en France, de proposer ce type de dispositif qui nous permet de ramener ça à des choses transparentes, sécurisées, et qui ne nous coupent pas du business, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des entreprises, en tout cas la mienne, et le but, c'est de gagner de l'argent, on se coupe, et pas juste le groupe Casino, c'est l'écosystème français aussi, et européen, se coupe d'opportunités. Laisser uniquement Bitcoin volatile et d'autres, j'ai rien contre Bitcoin, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais laisser uniquement des étrangers se saisir de cette opportunité que créent les crypto-monnaies et des stablecoins est une erreur. Nous, on a pris les devants, on a créé ça il y a 2 ans, on le fait grossir, on a plein d'usages là qui arrivent,
Et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit aussi pouvoir, nous, le faire, pas uniquement au sein du groupe Casino. C'est d'ailleurs pour ça que cette monnaie, qui s'appelle, donc la filiale s'appelle LUG, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement à destination du groupe. Comme je vous le disais, avoir raison tout seul dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose. C'est quelque chose qu'on met à disposition de tout un chacun qui veut demain pouvoir faire des transactions avec une crypto-monnaie convertible en euros de façon très, très simple, mais stable. Voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles ça fait partie de l'écosystème qu'il faut construire. Donc, c'est très ambitieux, c'est long. C'est des étapes, je ne vous cache pas, qui ont été parfois difficiles. On a obtenu l'enregistrement PSAN donc, auprès de l'autorité des marchés financiers il y a maintenant plus d'1 an. On a été parmi les premiers acteurs à aller chercher cette caution qui nous paraissait hyper importante d'avoir fait les choses correctement et d'être régulé par l'AMF. On continue sur tout ce volet-là, et c'est ça, créer l'écosystème. Ce n'est pas uniquement faire des choses visibles et parler de métaverse. Le métaverse, c'est la partie peut-être la plus facilement accessible et compréhensible, mais c'est aussi construire derrière tout un écosystème à base d'initiatives qui sont soit internes, soit externes, et pouvoir s'élargir aux autres. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. C'est en tout cas le message que je voulais vous passer. Ça paraît un peu un pari fou, mais la réalité, c'est qu'avec de la méthode et de l'envie, en réalité, on peut tous aller vers le Web3, construire des vraies avancées. On le fait ensemble. Donc évidemment, si certains veulent en discuter, alors je ne pourrais pas rester tard ce soir parce que j'ai d'autres contraintes, mais n'hésitez pas à prendre contact et on sera ravis de partager. On est partageurs, évidemment. Et en tout cas, vraiment, c'est grâce au fait de s'ouvrir avec aussi des startups qui sont agiles, innovantes, flexibles, qu'on arrive à créer ce genre d'initiatives qui ne sont pas des initiatives isolées. Il y a vraiment un mouvement qui est en marche. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphanie. Juste pour reprendre une petite intro sur le soutien de BPI France à l'écosystème. Donc BPI France, c'est à peu près 80 millions d'euros de soutien à l'écosystème blockchain crypto global, 30 millions d'euros au financement, donc tout ce qui est subventions, prêts, concours innovation, 10 millions d'euros en investissement direct, donc des entreprises comme Ariani, Flodesk, qu'on est ravis de soutenir. Donc il y a 6 investissements directs et également des investissements en fonds de fonds. Donc nous soutenons des fonds qu'on appelle Crypto VC et notamment des équipes françaises. Au-delà de l'argent, BPI c'est beaucoup plus. L'argent c'est important mais c'est pas tout. Voilà, il y a tout un ensemble de dispositifs de soutien. Ça peut être des dispositifs d'accompagnement, des mises en relation et bien sûr le hub qui est au centre de la relation Startup Grand Groupe. Et donc je vais inviter nos très chers panélistes à venir sur scène. Alors, et un grand merci à Stéphanie de nous avoir permis de respecter la diversité. Voilà, je sais que... on notera pour la prochaine fois. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez tous des profils différents. Vous travaillez dans des secteurs différents. Pourtant, on peut tous vous qualifier de pionniers dans le Web3. Donc je vous laisse peut-être vous présenter votre activité et cette petite chose qui vous avait fait basculer dans le Web3. Bonsoir à tous, Guilhem Chaumont, co-founder et CEO de Flodesk. Donc moi j'ai basculé mars 2017. Donc, je ne sais pas si on était pionnier à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup moins de monde. À l'époque j'étais trader en dérivés de taux à HSBC, j'ai découvert ce truc effectivement qu'on appelle Bitcoin et c'est vrai que bon, c'était un animal qui était déjà différent de ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, la market cap des cryptos était à peu près un 40e de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était à peu près 25 milliards. Aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de 1000, 1500, 3000, ça dépend. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'actif, c'était assez évident qu'il y avait un potentiel qui était énorme. On ne va pas refaire l'histoire de la décentralisation. Donc voilà, j'ai investi, j'ai mis
une pièce dans la machine, j'ai mis un doigt dans la prise, et puis après, c'est vrai qu'effectivement, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de cofonder Flodesk. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc Flodesk, c'est une entreprise qui fait du market making dans la crypto. Donc du market making, c'est de la gestion de liquidité sur les marchés secondaires. Pour faire simple, quand vous achetez une crypto sur Binance, Coinbase, peu importe l'exchange, en général, vous allez l'acheter très souvent à un market maker. Il faut bien l'acheter à quelqu'un. Un market maker, c'est un acteur qui est professionnel, qui va gérer toute la liquidité en temps réel avec des algorithmes, mettre des bitcoins à un certain prix, les acheter, les vendre, etc. Et donc nous, le market making, on le fait d'une manière assez spéciale, puisqu'on a une approche qui est innovante, qui existe en fait que dans la crypto, quasiment, qui s'appelle du market making as a service, où on propose directement aux émetteurs de jetons, donc les gens qui créent des cryptos, d'assurer la gestion de la liquidité eux-mêmes. Donc je vais vous donner une analogie avec le monde traditionnel. C'est un petit peu comme si L'Oréal, ou peu importe quelle entreprise du CAC 40, achetait elle-même son action en temps réel, mettait 10 millions d'euros sur la table et 10 millions de stocks afin de maintenir le prix en temps réel et assurer la liquidité. Donc c'est une approche qui est assez intéressante. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de scaler cette activité dans les 3 dernières années. Donc nous, pour vous donner des chiffres, aujourd'hui on est 75 entre Paris, Singapour et New York. Alors, New York, pardon, on le dit un peu moins en ce moment, hein, on fait attention. Mais voilà, c'est une activité qui grossit bien, on est très contents et on s'amuse beaucoup. Bonsoir. Donc Constantin, moi je suis directeur innovation au PMU. J'ai basculé il y a un peu plus d'1 an et demi. Et donc effectivement, avant je pilotais les activités digitales et j'avais la conviction que si on voulait parler à des audiences nouvelles, on tenait quelque chose avec les audiences Web3. Donc c'est une conviction qui est venue assez vite. J'avais acheté aussi un Bitcoin et des choses comme ça il y a fort longtemps, sans vraiment comprendre ce que j'achetais, ni pourquoi, ni ce que ça allait valoir, mais le concept m'intéressait. Et donc on a lancé à l'intérieur du PMU, fin 2021, une réflexion sur les sujets d'innovation. Quels sont les nouveaux marchés sur lesquels le PMU pourrait se positionner? On est, comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on est une vieille maison qui a presque 100 ans. Et le jeu sur les courses de chevaux est toujours le même, ou presque, depuis le tout début. Et donc l'idée était de dire, est-ce que là, on ne tient pas quelque chose, une innovation, un territoire d'innovation dans lequel on pourrait réinventer la façon de jouer? Et donc on est arrivé assez vite à l'idée d'un jeu qui s'appelle Stables, qu'on a lancé en début d'année 2023, dans lequel les gens possèdent un cheval digital qui est lié à un cheval qui existe dans la réalité. Et de cette façon-là, en fait, ils vivent l'expérience de propriétaire de cheval. Ils ont un personnage dans un jeu qui est lié à la réalité, mais un personnage qui peut aussi, on va dire, fonctionner dans un jeu qui s'éloignerait de la réalité. Donc voilà, donc on est en train de travailler sur le développement d'un jeu. Et par ailleurs, notre idée et ambition est d'offrir des expériences exclusives dans la vie réelle aux détenteurs de NFT. Donc je suis propriétaire de Eagle Hunter. Si Eagle Hunter demain court à Longchamp, en fait je peux aller à Longchamp et vivre l'expérience comme si j'étais le propriétaire du cheval. Et donc avoir accès à une expérience qui est assez nouvelle et assez fascinante et qui enthousiasme beaucoup nos acheteurs et propriétaires de NFT actuels. Ce qui est intéressant, donc on a vendu les premiers NFT à la fin du mois de mars, donc on en a vendu presque 7000. Et nos détenteurs de NFT sont des gens qui ne sont pas des clients du PMU, c'était un peu fait exprès, mais on a confirmé cette hypothèse-là. C'est des gens qui viennent du monde entier, et donc pour nous, c'est vraiment un nouvel espace, un B2C international auprès de gens qui, jusqu'à présent, étaient des gamers, des détenteurs de crypto, etc., qui n'avaient jamais entendu parler du PMU, ou pour qui c'était un café au coin de la rue, qui ne sont pas forcément hyper bons, avec des gens qui hurlent. Et donc voilà, donc ça nous a permis de faire ce pivot-là et de parler des communautés nouvelles. Donc, bonsoir à tous. Thierry Arnali, Authentic Blockchain. Moi, je suis arrivé au Web3 en 2020 à l'occasion du premier confinement. Auparavant, je dirigeais déjà une start-up dans le secteur de la Legal Tech et pendant le confinement, plusieurs professionnels du droit se sont adressés à moi pour me signaler un phénomène qui les inquiétait, qui était la falsification des documents numériques qu'ils étaient amenés à échanger beaucoup plus qu'auparavant. Donc, un certain nombre de métiers, les avocats, les notaires, les experts comptables, n'étaient pas forcément préparés à ce qui allait se passer et ont eu des mauvaises surprises. C'est à ce moment-là que cette question de la falsification, de la fraude sur des documents légaux ou comptables est apparue à mes yeux. Et en cherchant une solution, je suis bien sûr tombé sur la blockchain et je dirais que ça a été une belle découverte.
La création d'Authentic Blockchain a été réalisée dès la fin de ce fameux confinement et des professionnels de toute la France nous ont rejoints pour mettre au point d'abord une première plateforme, un démonstrateur, et une fois qu'on a réussi à expliquer ce qu'on souhaitait faire, la manière dont on allait mettre en sécurité ces professionnels du droit, non seulement en termes financiers, il faut savoir aujourd'hui la fraude, rien que pour les notaires, c'est plus de 3 millions d'euros par semaine, mais également en termes juridiques, faire en sorte que demain, un client ne va pas se retourner contre son comptable ou contre son avocat parce qu'il n'aura pas rendu infalsifiable les documents juridiques importants. Et puis le troisième sujet, en ce qui nous concerne, c'était apporter à ces professionnels une assurance quant à leur image, empêcher que leur image soit dégradée par une fraude. Donc tous ces sujets, on les a pris en compte, et on les a pris en compte tout de suite, une fois qu'on a terminé notre démonstrateur, à l'échelle de l'Europe continentale, puisqu'on a les mêmes systèmes juridiques et comptables et bancaires dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on a certains marchés comme les pays germanophones qui répondent bien, qui ont le même genre de soucis, d'autres marchés qui répondent un petit peu moins bien. On est une toute petite société. Nous, on est 3 personnes. Vous voyez, c'est vraiment une start-up à ses débuts. Mais on se rend compte qu'il y a un marché B2B qui, pour l'instant, n'est pas du tout adressé. Et pour l'adresser, l'étape en cours, c'est de chercher des partenariats avec les éditeurs de logiciels pour leur fournir notre brique de sécurité directement intégrable et sécuriser leurs clients. Voilà. Bonsoir, donc je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel, je suis CEO et cofondateur d'Ariani. On a démarré Ariani en 2018. Moi, juste avant ça, je travaillais aux États-Unis déjà depuis quasiment 10 ans. Et j'avais organisé à Los Angeles un événement qui permettait à des marques de mode et de luxe de rencontrer des startups innovantes, entre autres. En gros, ça partait du principe que ce business-là de la mode et du luxe allait devoir se transformer. C'était plus possible d'outsourcer la production sans s'inquiéter ou savoir de comment elle était faite, que c'était plus possible d'outsourcer la relation client ou la distribution sans la maîtriser. Et donc, je me suis mis à réunir comme ça une centaine de startups, tout un tas de speakers. Bon. Et puis à ce moment-là, un de mes meilleurs amis, qui est un entrepreneur depuis plus de 20 ans, qui a monté Tids, Overblog, qui est ingénieur, qui est investisseur aussi, qui s'appelle Fred Montagnon, m'a appelé en me disant « Écoute, je travaille sur un truc que tu devrais regarder. Est-ce que tu veux bien me rejoindre d'abord comme advisor ?» Puis j'ai commencé à creuser dans ce qui était à l'époque l'idée de ce qui est devenu Ariani aujourd'hui. Et puis on a très vite décidé de s'associer. Et après la première édition de mon événement, on a joint nos forces pour monter Ariani. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans cet univers-là. Donc je dis souvent que je suis tombé dans le rabbit hole en trébuchant sur Fred Montagnon. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, ça peut les faire rire. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, c'est 2 choses. D'abord, cette idée qu'une nouvelle forme de data, ces assets numériques, ces NFT, allait pouvoir permettre de garder un contact entre des utilisateurs, des marques, des projets, qui finalement ne dépendent plus de la collection de données, mais qui se basent sur l'idée qu'on distribue une donnée, que cette donnée ensuite est passée d'une main à l'autre et qu'on peut garder le lien. Donc ça, c'est un peu l'idée d'Ariani, c'est le fil d'Ariane. Et je trouvais ça fascinant, en fait, qu'on puisse avoir une nouvelle approche de relation client qui soit nativement dynamique et contrôlée par l'utilisateur. Et le premier usage sur lequel on travaillait, et sur lequel on travaille encore aujourd'hui, et qui est notre use case numéro 1, qui est le passeport digital d'un produit durable, réparable, revendable, était réglé. Enfin, tout ça règle énormément de problèmes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de seconde main, qu'il y a des produits qu'on a envie de garder plus longtemps, de réparer. Et donc, ça réglait tout un tas de problèmes et d'enjeux qui me passionnaient. La deuxième chose qui m'a semblé très intéressante, c'est l'idée de partager des systèmes d'information dans un cadre pré-compétitif ou coopétitif, c'est-à-dire d'avoir des briques logicielles open source
qui sont utilisés par de multiples acteurs d'une même industrie sans que ça pose aucun problème, et dont la gouvernance finalement de l'ensemble peut être partagée entre les acteurs qui utilisent. Et ça, je trouvais ça tout à fait différent en fait des modèles proposés par le logiciel, le SaaS, le Web 2. Et donc Ariani, à la base, quand on a démarré, et c'est encore le cœur de notre technologie, c'est un protocole open source, donc c'est une série de smart contracts, Stéphanie en parlait tout à l'heure, qui permettent de créer des NFT avancés, des NFT spéciaux, qui sont très adaptés à des use cases de marque, donc cas d'usage du passeport digital, cas d'usage d'une carte de membre interopérable ou d'un collectible digital. Et donc cette technologie-là, elle est open source, elle est ouverte, n'importe qui peut contribuer sur le GitHub, le code est publié. Et là, on s'occupe de cette technologie, on a une gouvernance dans une association, l'association Loi 1901. Parfois dans la crypto, vous entendez parler de fondation, nous on a considéré que l'association était le bon modèle. Et dans cette association, les fondateurs et les marques partagent la gouvernance. Donc au board, vous avez L'Oréal, Breitling, Moncler, Richemont, puis il y a plus de 50 marques qui participent d'acteurs. Donc on partage la gouvernance. Et donc on aurait pu très bien continuer juste comme ça. Nous, ça nous allait très bien. Sauf que comme on est quand même un peu tôt, on démarrait en 2018 à une époque où tout ça n'était pas une évidence. Je ne suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui d'ailleurs. On a très vite été challengé par les investisseurs et par les marques en me disant mais attendez, on ne peut pas financer ça, il n'y a qu'un token à l'intérieur de ce protocole open source. À l'époque, les fonds nous disaient mais si j'envoyais tous les jours des dossiers comme vous, à la limite, je pourrais comparer avec quelque chose, mais vous êtes le seul sur la place de Paris à vouloir lever de l'argent pour un protocole open source basé sur un token, sur un ERC20, donc ça ne s'est pas très bien passé. Et les marques nous disaient, mais oui, c'est formidable, c'est open source, c'est pas cher, mais je ne sais pas comment l'utiliser, je ne sais pas combien ça va me coûter de créer les interfaces et les web services qui vont me permettre de l'utiliser. Et donc, début 2020, on a dit, bon, OK, on monte une boîte, on crée tout le stack d'abstraction de la blockchain, blockchain as a service. On l'appelait SaaS à l'époque, on a arrêté, après que les valos s'effondrent. Donc blockchain as a service, je pense que c'est d'ailleurs plus logique. Donc blockchain as a service, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser de crypto, on gère les crédits pour utiliser le token à l'intérieur, on s'assure que ça marche, que c'est scalable, que c'est connectable à notre système d'information, etc. Bon, on a monté ça, et là on est retourné essayer de lever de l'argent. Et puis grâce à la BPI qui nous a dit, bon écoutez, nous on cherchait un lead, ils ne voulaient pas l'idée. Mais vraiment, personne ne voulait l'idée. Donc, la BPI nous a dit, OK, on va s'engager, en fait, si vous trouvez un co-lead, à accompagner ce premier tour de table de cette société-là. Et on a réussi à faire ça. Et même moi, quasiment, on a signé nos premiers contrats de 3 ans avec certaines des grandes marques que j'ai citées tout à l'heure, qui étaient ravis de payer très cher pour utiliser ce truc-là, mais au moins de savoir combien ça allait coûter, plutôt que de se retrouver avec de l'open source et de devoir builder. Donc voilà un petit peu l'histoire de comment on est tombé là-dedans et de ce qu'on fait. Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, petit disclaimer, BPI France a une option d'achat sur des tokens Ariani. Donc... Alors moi, je n'osais pas le dire, mais puisqu'on en parle, donc dès le premier tour, les fonds ont dit bon, on ne sait pas quoi en faire, on ne veut pas y toucher, mais si jamais ça se passe bien, il est hors de question qu'on puisse pas récupérer de la valeur. Donc, option d'achat. Donc, on a créé des options d'achat pour la BPI, pour Isaïe, pour Tiger Global, pour tous nos investisseurs. Et donc, si on réussit les deux plays, il y a le play de l'equity, de l'equity story de la société, mais il y a aussi le play de l'open source dans lequel on croit beaucoup. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Et donc, BPI, peut-être, pourra activer son option. On l'espère tous, sachant que tout le monde est un peu actionnaire de BPI aussi. Donc, deuxième petit disclaimer, nous en tant que grand groupe, enfin en tant qu'institution, on essaye aussi de collaborer avec des startups et on a eu la chance de collaborer sur une opération avec Flodesk. Donc, dire aux gens d'innover, c'est bien, essayer de le faire, c'est quand même un peu mieux. Justement, vous avez tous eu des carrières avant, vous avez sûrement collaboré avec des startups, monté des startups. Qu'est-ce qui est particulier dans cette relation grand groupe startup dans ce fameux Web3 ? Oui, donc c'est vrai qu'on a fait une opération il y a quelques mois. Je pense qu'il y a plusieurs choses.
Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Nous, c'est vrai qu'on est des startups qui sont plutôt early stage, qui ont des méthodes, etc. Et de l'autre côté, les grands groupes sont voilà, avec des process, etc., qui prennent des temps qui, dans le monde des startups, bien évidemment, sont plutôt incommensurables. Donc là, typiquement, je pense que l'opération qu'on a fait ensemble, elle est assez représentative de ce qu'il faut faire. C'est tout le monde joue le jeu. L'acteur, le corporate vient nous voir avec une opération. Voilà, on aimerait faire ça. Comment pouvez-vous nous aider? Et nous, on vient avec notre package de produits, comment on peut y répondre, etc., etc. Et nous aussi, en même temps, on essaye de s'institutionnaliser. Donc voilà, c'est le corpo qui va faire un effort pour aller vers les startups, et c'est la startup qui va se dire, voilà, maintenant, on va un petit peu muscler notre jeu. Et je pense que c'est une combinaison d'actions de ce type qui vise en fait un peu à éduquer l'écosystème, voilà, à tester des choses. Dans ce type d'approche, il y a une approche très VC quelque part. Voilà, les corporates testent des trucs et puis 9 fois sur 10 ça ne marche pas et puis 1 fois sur 10 ça marche et ça marche très bien. Et je pense que c'est une combinaison de ce type d'action combinée à une startup qui va quand même trouver son marché elle-même. Il ne faut pas non plus babysitter et, voilà, et créer une fausse demande artificielle. Donc typiquement, ce type d'opérations qui n'ont pas du tout une visée économique pour les startups sont très intéressantes. Voilà, ils permettent comme ça d'échanger, d'itérer et de builder en fait quelque part des produits qui demain pourront trouver leur marché parce qu'elles répondent exactement aux besoins des grands groupes, des institutionnels, etc. etc. Je pense qu'il y a sur ce sujet du Web3, d'abord, il y a eu énormément de vide de compétences. C'est-à-dire, nous, les premières personnes à qui on allait parler, on ne parlait pas de NFT, on parlait de certificat d'authenticité, on parlait de blockchain. Les gens, ils pensaient blockchain, c'était la traçabilité du poulet de Carrefour. Je scanne un truc, et puis grâce à la blockchain, je sais où le poulet est né. Donc, on était quand même assez loin des usages qu'on voit aujourd'hui. Et donc, il n'y avait personne qui comprenait rien. Et nous, du coup, on n'expliquait pas. On parlait beaucoup des usages. Bon. Et puis, bon, il y a eu une vague quand même là récemment. Puis maintenant, il y a un expert Web3 partout. Alors, après, il y a des experts qui sont experts depuis vraiment pas longtemps, comme on disait avec Stéphanie. Parfois, c'est des gens qui viennent de démarrer tôt, qui sont allés très vite ou qui ont eu des expériences personnelles, qui se sont fait des idées assez radicales. Et donc, ça fait se mélanger dans les relations, une alternance permanente entre méfiance et excitation. Donc, envie de faire des choses, des points de vue très radicaux dans les boîtes. Parfois, cette idée de méfiance, hein, nous, le truc du token, les gens, plus on leur disait que c'était open source, plus ils trouvaient ça louche. Donc, plus on faisait open source, gouvernance partagée, plus on avait l'air de... Ah, c'est pas possible. Les mecs, ils cachent un truc à un moment. Donc, alors, une fois qu'on leur a dit, tiens, c'est temps, 3 ans, voilà, là, pas de problème. Tout le monde trouvait ça normal qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur, s'enrichir avec une boîte qui prend de la valeur. Mais alors, cette histoire de token, donc dès qu'il y a de la crypto-monnaie à l'intérieur, etc., ça pose énormément de questions. Donc, voilà, il y a de la défiance, il y a une nouvelle expertise, mais il y a quand même cette volonté. Et puis maintenant, des gens qui ont appris, qui sont partout dans chaque boîte. Moi, je mettrais en relation le modèle d'exécution, en fait. Donc, moi, je suis au croisement des deux mondes. Je suis une start-up à l'intérieur d'un gros groupe. Et la start-up me permet d'aller vite et donc de savoir vite si je fais fausse route ou si je suis dans la bonne direction. Le grand groupe a cette exigence de vouloir que ça soit très bien fait. Et dans le cas du Web3, en fait, effectivement, on sous-estime de temps en temps les conséquences que ça peut avoir, mais en termes de fiscalité, de régulation, de comptabilité, de sécurisation de ses actifs, etc. Et donc, moi, je suis vraiment au carrefour de deux choses. Alors, assez souvent, les gens me disent, mais tu as les contraintes des deux univers. Oui, peut-être, mais j'ai aussi les avantages des deux univers. J'ai à la fois des ressources côté grands groupes qui me permettent de faire, et je m'appuie sur des ressources qui, par ailleurs, savent très bien ce qu'on est en train de faire et s'immergent dedans vraiment avec beaucoup de profondeur. Et en même temps, il faut que je délivre, quoi. Donc je ne les mettrai pas du tout en opposition. Je pense que ce mode-là, en l'occurrence dans le cas du Web3, où on manipulait des concepts avec des enjeux qui sont quand même assez complexes, avoir les forces des deux univers est un vrai plus. Avec un risque quand même dans cette idée de tout doit être très bien fait. Parfois d'oublier qu'en face, donc, il y a des entreprises qui sont en train de se construire. Donc, on est un peu plus que... Voilà, on est une quarantaine, mais ça reste quand même dur de tout digérer. Et parfois, on est face à des grands groupes qui nous demandent un niveau de temps, de compliance, de discussion, etc. Il faut tout expliquer à 14 équipes différentes, des formulaires, en veux-tu, en voilà, des UAT, comme si on allait vendre des millions et des millions de produits alors que ça balance sur une blockchain. Enfin bon, bref, il y a parfois des trucs, on rentre dans des cases, en fait,
Ça nous fait énormément progresser, mais parfois ça met en risque le projet en fait. Et sauf qu'on nous dit non mais attendez, vous n'êtes pas assez staffé, il ne fallait pas prendre ce truc. Sauf qu'on ne pensait pas qu'on allait passer la moitié de la semaine chacun en fait à discuter avec des architectes, des cybersécurité experts donc ça aide, mais en même temps ça met les projets en risque. Oui, effectivement, il y a un point qui est important, Stéphanie en a parlé tout à l'heure, c'est aussi une histoire d'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que moi je revendique toute la journée au sein du corpo le fait que je me plante en fait, que je me plante tous les jours sur des décisions que je prends, que je pense être les meilleures, mais dans un univers qui bouge tout le temps. Et en fait, assez souvent, je le précise, je l'ai écrit cet après-midi, donc dans un Teams interne, j'ai précisé, en fait, je signe pas le truc de mon sang. En fait, je pense que c'est la meilleure décision. Mais là, on est en train de faire un choix qui est un peu technique, d'architecture, avec un peu de tokenomics derrière. On prend vraiment la meilleure décision en l'état actuel des choses. Très probablement que dans un mois, on dira bon, ben voilà, il faut peut-être qu'on revoie quelques trucs, quelques équilibres. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment clé. Hein. C'est-à-dire que le Web3 est un sujet qui est suffisamment casse-gueule à certains égards, qui est par ailleurs suffisamment mal compris par ceux qui vont l'évaluer pour qu'on revendique le fait qu'on se trompe beaucoup, on change beaucoup d'avis, mais on apprend énormément et l'organisation apprend énormément. Moi, je suis très surpris par la vitesse avec laquelle certains profils dans l'organisation, dans l'entreprise, se sont emparés du sujet, alors que je les pensais vraiment très conservateurs, on va dire paralysés par attention, c'est de la crypto, le terrorisme, les Russes, que tous les fantasmes étaient réunis. En fait, très vite, ils se sont intéressés, ils ont compris le cas d'usage, et ils ont compris l'intérêt personnel à s'impliquer, à se former. Et maintenant, sont mes meilleurs défenseurs, quoi. Sont mes premiers clients, les meilleurs défenseurs, et ceux qui, par ailleurs, ont vraiment de bonnes idées pour accompagner le développement du projet. Ma vision, moi, effectivement, c'est un petit peu ce qui vient d'être dit. Ce qui est particulier au Web3 dans la relation qu'une startup peut avoir avec un grand groupe, c'est que le Web3, il y a beaucoup de personnes qui ont juste un petit vernis et qui cherchent à comprendre, mais qui ont toujours une idée à côté de la réalité. Donc on est obligé au départ de faire... On croit au départ devoir faire de la pédagogie, parler de tokens, parler de choses comme ça, c'est complètement idiot. En réalité, il faut vraiment recentrer nos interlocuteurs vers les usages, ceux qu'on n'a plus besoin de faire sur le Web 2. Dans ma précédente startup, je n'avais pas besoin d'expliquer ce que c'était des dossiers en ligne, etc. Là, au départ, je me suis senti obligé d'expliquer, jusqu'au moment où, au contraire, on a voulu pousser le caractère très simple d'utilisation d'Authentic Blockchain. On a utilisé une accroche qui était simple comme ABC, qu'on a déclinée dans toutes les langues européennes. Donc pour moi la difficulté c'est propre au Web3, c'est ça, que tout le monde cherche à comprendre, mais au final comment ça marche la blockchain, comment ça marche les cryptos, est-ce qu'il n'y a pas des Russes cachés quelque part? Donc une fois qu'on a dépassé ce problème-là, ça redevient une relation comme une autre où une petite start-up, on n'a pas beaucoup de ressources et on est face à des grands groupes qui, eux, ont des demandes très importantes et des délais aussi qui sont très importants. Nous, on a commencé nos discussions avec les grands groupes à la mi-2022 et c'est maintenant que ça commence à aboutir sur des résultats. Juste pour commenter quand même là-dessus, parce que dans la partie, je suis d'accord avec toi pour dire que dans la partie conviction, il est important de se focaliser sur les use cases, mais ensuite, les due diligence des grands groupes avant de signer le contrat et même une fois que le contrat est signé pour la mise en place sont telles que ce n'est pas possible de ne pas rentrer dans le détail. On est obligé de soulever le capot, de faire des schémas d'architecture, de prouver le niveau de la cybersécurité, de démontrer comment sont gérées les wallets, où sont les clés privées, comment elles sont gérées, qui les conserve, etc. etc. Et en fait, c'est infini. Donc, dans quelques temps, je pense que tout le monde aura mieux compris tout ça. Il y aura des systèmes de check aussi plus faciles. Nous, on passe SOC 2, etc. Donc, tout ça, ça va simplifier les choses. C'est de la maturité. Mais c'est dur de juste dire oui, t'inquiète, ça va bien se passer.
C'est vrai que... Alors, nous, ce qu'on constate également, c'est une différence culturelle avec les grands groupes allemands qui n'ont pas du tout la même démarche que les grands groupes français. Ils sont, semble-t-il, beaucoup plus pragmatiques. On va sur des questions dès le départ où ils nous demandent justement de montrer la technologie, mais pas la technologie, pas le fond de la technologie, mais comment on va s'interfacer avec eux, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé, malgré tout, de montrer un certain nombre de points techniques et de se synchroniser avec eux. Et c'est pas facile parce que là où nous, il y a une personne, eux, il y a 4 services et ça crée des distorsions. Merci beaucoup. Là, c'était les questions sympas. On est obligé de traiter la question relou sur la régulation. Ordonnance blockchain, loi sur les jeux numériques, loi Pacte, MiCA. De manière un peu synthétique, parce qu'après, j'espère qu'on aura le temps de prendre des questions du public. Comment vous voyez ça par rapport à vos business et quels conseils vous donnez pour finalement réussir un projet tout en prenant en compte cet élément qui est essentiel. Et nous, on l'a vécu, sans accord de la compliance, il n'y avait pas d'opération. Bon, moi, je vais faire vite parce que je suis le moins impacté de vous tous. Donc, moi, je crois beaucoup, quand Jean-Noël Barrot prend la parole, il dit qu'en France, on a les meilleurs entrepreneurs, les meilleures boîtes, les meilleures marques et le meilleur régulateur. J'ai tendance à penser la même chose. On a un cadre clair, on voit bien le bordel que c'est aux US sans cadre clair. Nous, d'abord, on a fait des NFT. Les NFT ne sont pas dans le cadre ni de MiCA, ni du PSAN, parce que le régulateur considère que comme ce ne sont pas des actifs liquides et fongibles, ils ne sont pas financiers. Donc, on est assez à l'abri de tout ça. Cependant, il est très confortable de pouvoir s'appuyer sur un cadre qui est clair, qui est évolutif, avec des gens qui cherchent à le comprendre et à le faire évoluer. Donc voilà, après, je pense que vous, votre quotidien est un peu différent. Nous, c'est vrai que nous, de notre côté, on reste quand même une entreprise de services financiers. Donc, on est extrêmement impacté par la régulation. On est enregistré PSAN pour les activités de custody de brokerage. Et je rejoins aussi ce qui avait été dit un peu plus tôt, qui est que la complexité du Web3, elle est stratosphérique. On a parlé de technique, on a parlé de legal. Nous, une boîte comme Flodesk, c'est une boîte qui traite à peu près entre 5 et 10 milliards de dollars par mois sur le marché spot pour le compte de clients, sur 80 exchanges, on traite 200 actifs. À la fin, le bilan comptable, il est affreux. Je dis, ça demande énormément de goodwill de la part de la personne qui travaille avec nous. Et sur la partie régulation, c'est exactement la même chose en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on traite ? On traite des tokens, est-ce que c'est des utility tokens, est-ce que c'est des security tokens ? Bien évidemment, en ce moment, ce qui se passe du côté des États-Unis est inquiétant à premier abord, mais pas tant que ça, puisque nous, notre position est que ces actifs-là devront être régulés. C'est des actifs financiers. Il y a de la spéculation, il y a du retail qui est involvé, il y a eu tout un tas de pratiques, bien évidemment, qui sont désastreuses, qui nous ont fait perdre des années du point de vue de l'écosystème. Donc, nous, étant pro-régulation, tout ce qui se passe en ce moment, on le voit de manière très positive. Moi, ma conviction, c'est... lors d'une autre conférence, j'avais évoqué ça déjà, mais je parlais à un investisseur récemment, il disait oui, le Web3, c'est nouveau, ça fait pas très longtemps. Il me disait non, ça fait 13 ans, 14 ans, peu importe comment on veut compter. Ça fait déjà très longtemps. Et comment dire, it's about time qu'on régule tous ces actifs-là. Et si la manière de les réguler, ça passe par une version forte, comme les États-Unis sont en train de le faire en ce moment, qui est extrêmement regrettable, on aimerait beaucoup plus avoir une approche, notamment comme le régulateur européen ou français le fait, et tant pis. On va y aller parce que, bien évidemment, en 2022, on ne va pas ressasser tous les événements qu'on a vécus, mais ont été assez dramatiques. Donc la réponse courte, c'est que là aussi, il faut que le régulateur soit pragmatique. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut que le régulateur fasse un effort. L'AMF est allé pour moi exactement dans la bonne direction avec l'approche qu'ils ont eue sur le PSAN et ce qui se fait en ce moment au niveau de MiCA est aussi très intéressant. Et nous aussi, les startups, il faut qu'on s'impose des niveaux de compliance, d'éthique et de régulation qui sont au-delà des standards que l'on a. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est très simple, on va tous dans un pays dérégulé, on peut le faire, on peut même opérer face à des contreparties françaises, et voilà, ciao. Nous, sur les 75 collaborateurs, on en a 60 en France, on est très content de le faire, et on va aller au bout des choses parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et quand on voit le potentiel que la crypto a, je parle pour les sujets bien évidemment qui me touchent, qui sont tous les sujets financiers,
voilà, il y a tout à réinventer, il y a tout à faire. On fait du market making, du brokerage, de la custody. Il y a toute une partie de treasury management. On va parler de lending, de staking, de produits structurés. Il y a une nouvelle vague qui est en train d'émerger depuis quelques mois, qui est extrêmement encourageante sur tout ce qui est tokenisation, notamment de treasuries. Aujourd'hui, vous pouvez aller acheter des T-bills, vous pouvez aller acheter des money market funds, vous pouvez aller acheter des corporate bonds directement on-chain, aller taper 6-7% de yield. Donc même d'un point de vue retail, c'est hyper intéressant. Bon voilà, il n'y a pas de magie. Si tout ça n'est pas régulé, et si l'ensemble des acteurs n'a pas une discipline hors norme, ça va repartir en cacahuète, pour utiliser les mauvais termes. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui se passera malheureusement lors du prochain bull run, 2024, 2025. On n'est pas là pour faire des prédictions, mais on espère qu'il arrivera vite. Je n'ai pas tout compris de ce que tu as dit, mais... Bull run, peut-être. Le bull run, ça oui, compris. Ça oui, je l'attends comme toi. Mais non, mais donc effectivement, nous, on a pas mal de régulateurs, parce qu'on est triplement régulé, on va dire. Donc on discute avec AMF, on discute avec l'ANJ, on discute avec les différents ministères. Moi, je pense qu'on a besoin de régulation, vraiment. C'est-à-dire que ça sécurise et l'écosystème, et nous, ça nous sécurise en tant qu'innovateur ou pionnier. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir dans quel est le terrain de jeu sur lequel on joue. Donc je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on a besoin de se protéger de tous les scandales qui peuvent arriver. À chaque fois qu'il y en a un, en fait, on recule et on perd du temps. Et en fait, ça fait beaucoup de mal à ce qu'on est en train de construire. Et après, moi, je trouve que là, la position dans laquelle sont les régulateurs est intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas sur le sujet des jeux et des JONUM, là, qui sont les jeux avec des objets numériques échangeables, j'ai le sentiment qu'ils ont cherché à co-construire, en fait. Et donc, on s'est retrouvé dans des réunions dans lesquelles il y avait des opérateurs historiques, dans lesquelles il y avait des startups, dans lesquelles il y avait des jeux Web3, des jeux vidéo, etc. Et à la fin, j'ai l'impression qu'on a cherché à co-construire un espace qui va permettre d'innover. Et le dernier point, c'est de dire, je pense, et c'est un peu compliqué pour le régulateur d'intégrer, mais on a besoin de fonctionner aussi sous le mode de l'expérimentation, qui est de dire... laissez-nous travailler, laissez-nous construire quelque chose et voir si ça fonctionne. Et puis en fait, si ça ne marche pas et si jamais le cadre n'est pas le bon, en fait, donnons-nous la possibilité de le revoir. Mais je pense que le régulateur est en train d'intégrer cette dimension qu'il va falloir qu'on expérimente pour pouvoir définir le bon cadre. Alors moi, en termes de régulation, ça va être aussi beaucoup plus simple. Hein. On n'est pas sur une activité de jeu, ni la DeFi ou la crypto. Nous, on a malgré tout une petite particularité, c'est que notre promesse, c'est d'amener un standard de preuve international à des professionnels du droit et du chiffre. Et ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir une preuve opposable à des tribunaux. Donc en réalité, on n'a pas un cadre réglementaire particulier, mais on doit déployer une solution technologique, ce qui implique le choix par exemple d'une blockchain publique et d'une traçabilité des opérations qu'on peut avoir sur cette blockchain pour pouvoir justement utiliser les jurisprudences qui existent. Il n'y a pas encore un cadre réglementaire défini de manière formelle, mais il y a des jurisprudences qui permettent, dans certaines conditions avec des blockchains publiques, d'apporter une preuve opposable, et c'est ce qu'on nous demande. Donc voilà notre principale préoccupation. Merci beaucoup. Franchement, merci d'être venu, particulièrement en ce jour de Vivatech. On avait un peu de concurrence, et merci à tous d'être venus, et merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. On va juste prendre, avant un gros round d'applaudissements, on va juste prendre une question dans le public. Mathilde, on a le droit à une question. C'est dur, une question. La première, c'est toujours la plus dure. J'ai une question sur votre expérience avec les grands groupes. Vous avez l'air de souffrir des processus, qualification des besoins et mise en définition d'une solution sur les use cases, puis après exécution. Est-ce que vous pensez que ces grands groupes vous appliquent la méthode habituelle? Ils achèteraient des photocopieurs, ça serait le même processus? Ou est-ce que c'est pas parce qu'ils ont envie de passer le Web3 comme quelque chose de vraiment sérieux dans leur plan, dans leur stratégie, qu'ils vous appliquent ces processus? Moi, je ne dirais pas qu'on souffre. Hein. On a monté un business qui est dédié,
qui est niveau enterprise, donc qui est fait pour servir des très grandes entreprises. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais on se structure, on apprend et on progresse. Donc, j'ai pas un point de vue négatif. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est tout de même qu'il y a des process existants. Et là, on est face à un truc où personne n'a envie d'être celui qui s'est trompé. Donc, on va appliquer quand même le process existant et puis on va le baquer. Donc, les équipes légales prennent un conseil en plus pour venir regarder. Le conseil en plus, j'ai toujours une blague avec mon general counsel, qui est donc notre chief légal dans la boîte. Le contrat, on l'améliore à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le truc le mieux disant de tous les compromis qu'on a fait. Je peux vous garantir que le prochain service légal va nous trouver des trucs dessus et que son conseil qui le vérifie va aussi trouver des trucs dessus. On ne sait pas comment c'est possible de toujours aller plus loin que... On bosse avec L'Oréal, avec Richemont, avec Moncler, on bosse avec des grosses boîtes qui sont très exigeantes. Donc il y a un peu de ça quand même, de cette peur d'être celui qui a raté le truc sur un truc aussi nouveau. Le deuxième effet collatéral de cette histoire, c'est que tout le monde veut apprendre. Donc les achats, c'est des heures et des heures et des heures. Et donc nous, on est ravis, mais on n'est pas non plus un centre de formation. Et donc il y a ce truc-là. Donc on ne se plaint pas, hein, okay, on fait ce qu'il y a à faire. Oui, les process, c'est les mêmes. Et ça prend plus de temps parce que personne ne veut se tromper et qu'en plus, il faut entraîner tout le monde. Mais c'est la vie, hein. C'est ça d'être tôt. C'est juste, il ne faut pas que ce soit trop long, quoi. Mais je pense qu'on ne souffre pas. Ouais. En fait, je pense qu'en fait, on passe des portes qu'on doit passer, qui sont à peu près les mêmes que celles de d'habitude. Et en revanche, à chaque fois, on explique pourquoi on va ouvrir la porte, comment est fait la serrure, qu'est-ce que c'est déjà une serrure. Et en fait, c'est vraiment ça, que le travail de formation se fait en même temps que le travail de validation d'étapes, en fait. Et donc, à chaque fois, on doit avoir quelqu'un de nouveau et on doit refaire l'explication de pourquoi on fait comme ça. Mais je pense que dans quelques mois, ce sera devenu un peu plus standard. Bon, merci beaucoup et un grand bravo pour vos interventions. Merci.